Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Jean-Marie Bordry, Victor Lefebvre. Bonjour à tous et bienvenue à vous sur Sud Radio dans l'affaire, la toute nouvelle émission de Sud Radio, émission réalisée en partenariat avec la revue Affaires criminelles de Max Guys, l'homme aux 2 millions d'abonnés sur YouTube. Alors chaque semaine, nous vous racontons une affaire qui nous a marqué et nous répondons aux questions qu'elle soulève. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire des reclus de Montflanquin. Les reclus de Montflanquin, c'est une affaire hors norme qui dépasse l'entendement. Pendant 10 ans, de 1999 à 2009, une famille d'aristocrates du Sud-Ouest a vécu sous l'emprise d'un véritable gourou. Thierry Tilly, condamné en appel à 10 ans de prison pour escroquerie, extorsion de fonds, abus de faiblesse et séquestration accompagnée d'actes de torture ou de barbarie. Alors l'homme est parvenu à extorquer près de 5 millions d'euros à la famille de Védrine, retranchée dans le château familial de Martel à Montflanquin dans le Lot-et-Garonne. Pour en parler, nous sommes accompagnés, vous l'avez entendu, de Victor Lefebvre. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes journaliste enquêteur, je le rappelle, rédacteur en chef de cette revue Affaires criminelles. Nous sommes également avec Adrien Pelletier. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Conseiller en communication, spécialiste de la veille média et des stratégies éditoriales. Dans quelques minutes, nous retrouverons en ligne maître Daniel Picotin, qui est avocat de Charles-Henri et Christine de Védrine. Mais tout de suite, commençons par les faits et écoutons le récit de cette stupéfiante affaire. Victor Lefebvre, racontez-nous, expliquez-nous le déroulé des faits. Comment Thierry Tilly, dirigeant d'une société de nettoyage industriel à Paris, est parvenu à manipuler 11 membres d'une famille de notables bordelais, bien sous tout rapport. L'affaire commence véritablement en 1997. Thierry Tilly, 33 ans à l'époque, est à la tête d'une société de nettoyage industriel à Paris, née à Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine. L'homme arbore un visage ordinaire, presque enfantin. Des lunettes fines, une raie de côté sagement brossée. Professionnellement, il ne rencontre toutefois pas un grand succès. Les 5 sociétés qu'il a gérées ont été placées en liquidation judiciaire. En 1997, donc, Thierry Tilly fait la connaissance de Guylaine de Védrine, épouse marchand. Elle est à la tête d'une école de secrétariat pour jeunes filles de bonne famille à Paris. La rencontre avec Thierry Tilly se fait avec sa société de nettoyage et elle est donc d'abord professionnelle. Guylaine de Védrine désire faire rénover son école. Un ami lui recommande l'entrepreneur. Petit à petit, Tilly devient le véritable bras droit de Guylaine de Védrine, qui décide de le nommer directeur adjoint de son établissement. Rapidement, Thierry Tilly transforme l'établissement en camp retranché avec vidéosurveillance et vigile. Ce n'est pas tout. L'homme assure être un agent secret de l'OTAN et un attaché de la Blue Light Foundation, une curieuse fondation québécoise qui servirait prétendument des causes humanitaires. Guylaine de Védrine n'y voit toutefois que du feu. La respectable mère de famille se laisse persuader qu'elle appartient à une élite contre laquelle se trame, je cite, un complot des francs-maçons, des Rose-Croix, des collabos et des pédophiles. Rien que ça. Elle ne se rend pas compte. En fait, elle mettra même plus de 10 ans à s'en apercevoir. Mais Thierry Tilly tisse sa toile et construit son emprise. Du jour au lendemain, Guylaine de Védrine se met à porter des lunettes noires en permanence, imagine que des véhicules blancs la suivent, voit des hommes suspects avec des oreillettes la surveiller. La paranoïa la guette. Donc on comprend que tout part d'un mensonge, mais comment Thierry Tilly va parvenir à embarquer le reste de la famille de Védrine dans ce mensonge? Auprès des Védrine, Thierry Tilly se fait passer d'abord pour un gestionnaire de patrimoine. Il prétend par ailleurs être investi d'une mission sacrée qui tendrait à recréer l'équilibre du monde afin de rendre ses lettres à la noblesse. Et aussi improbable que cela puisse paraître, son verbiage trouve un écho chez certains membres de la famille de Védrine. Les Védrine sont issus d'une lignée de vieille noblesse protestante du Lot-et-Garonne. En tout, 11 membres de la famille se laissent embrigader par Thierry Tilly. La grand-mère d'abord, Guillemette de Védrine, née en 1912, ses 3 fils et filles âgés de 51 à 61 ans à l'époque, ses 2 brus et ses 5 petits-enfants âgés de 24 à 32 ans à l'époque. Des individus cultivés, éduqués. Philippe de Védrine est cadre dans l'industrie pétrolière. Il a une 60aine d'années au moment des faits et vit avec Brigitte Loriot-Martin, sa compagne. Charles-Henri de Védrine est quant à lui obstétricien à Bordeaux et a été candidat en 1995 aux élections municipales sur la liste d'Alain Juppé, en position non éligible. Il a eu 3 enfants avec Christine, documentaliste de profession. Tous 2 sont âgés d'une 40aine d'années en 2000. Guylaine de Védrine a quant à elle épousé un journaliste économique, Jean Marchand. Retenez bien ce nom. La famille n'est pas à plaindre financièrement.
Elle possède le château de Martel à Montflanquin dans le Lot-et-Garonne, une belle bâtisse du XVIe siècle, des terres, des appartements sur le bassin d'Arcachon et à Bordeaux. Au total, 11 personnes, cultivées et actives. Pour parvenir à ses fins, Thierry Tilly joue avec les rivalités, les petites rancœurs, les jalousies, les inimitiés familiales et les rivalités successoriales qui déchirent les membres de la famille. Tour à tour, confident, conseiller et gestionnaire de patrimoine auprès des Védrines, l'homme parvient à gagner leur confiance. Le 7 septembre 2001, tout bascule. Jean Marchand, que Thierry Tilly fait passer pour sectaire et pervers, est écarté du cercle familial. C'est le seul à avoir émis des réserves concernant le récit de Thierry Tilly et à douter de ses intentions. Jean Marchand est donc purement et simplement chassé de Montflanquin par sa propre famille. Ses enfants, ses beaux-frères et sa belle-mère le chassent du domaine. Ses comptes bancaires sont vidés. Le début du cauchemar pour les Védrines commence. Plus rien ne retiendra Thierry Tilly de tirer les ficelles. Bon, alors comment Thierry Tilly a pu contraindre cette famille à rester cloîtrée dans ce château de Montflanquin ? Eh bien, du jour au lendemain, les Védrines ne sortent plus de chez eux, ou presque. Ils sont persuadés que tous les habitants du petit village de Montflanquin sont eux-mêmes des francs-maçons, des satanistes s'adonnant à des partouzes et à des messes noires. À partir du printemps 2001, Thierry Tilly n'apparaît plus. Il se contente de donner des ordres à distance par téléphone ou par email. Il se sert des uns pour surveiller les autres, voire pour les punir. Tous les ponts avec les proches des Védrines sont coupés. Ils ne payent même plus leurs impôts. En 2003, le fisc saisit tous les meubles de la propriété. Les Védrines sont contraints de déménager à quelques kilomètres de Montflanquin, où l'un des fils possède une demeure. Là encore, le lieu est ultra protégé et les reclus ne sortent que lorsqu'ils y sont obligés. Et à partir de 2006, les Védrines rejoignent Thierry Tilly à Oxford, en Angleterre, où ils abandonnent tout. Charles-Henri, le médecin, devient jardinier. Christine, elle, s'improvise cuisinière chez un traiteur. Leur salaire est automatiquement reversé à Thierry Tilly. Entre la vente des biens de la famille et le siphonnage méticuleux de leur compte en banque, le total des sommes versées au gourou atteindrait 4 à 5 millions d'euros. Oui, c'est incroyable. Alors comment les Védrines sont parvenus à s'extirper de l'emprise de Thierry Tilly ? Eh bien, la réclusion infligée aux Védrines a parfois confiné à la torture psychologique, voire physique. Christine de Védrine, qui a eu le malheur de nourrir des doutes sur Thierry Tilly avec les années, se voit infliger des supplices physiques d'une rare cruauté. Elle est attachée sur un tabouret pendant 2 semaines, privée de sommeil par ses propres parents, que Tilly a persuadé qu'elle leur cachait un trésor, soi-disant confié par les rois de France. Christine de Védrine finit par s'enfuir grâce à l'aide de son propre patron, un traiteur français installé à Oxford. Elle laisse mari et enfants en Angleterre. C'est sa plainte en mars 2009 qui permet au juge bordelais de lancer un mandat d'arrêt européen contre Tilly. Ce dernier est interpellé en octobre de la même année à Zurich, en Suisse, au cours de l'un de ses nombreux passages pour déposer de l'argent sur les comptes de la fameuse Blue Light Foundation, sa pseudo-association humanitaire québécoise. Les 2 représentants de cette fondation, Jacques Conan et Jacques Gonzalez, 2 complices de Thierry Tilly, seront à leur tour écroués quelques mois plus tard. Mais alors même que leur gourou a été interpellé, les Védrines restent enfermés dans leur prison mentale, persuadés que l'arrestation est orchestrée par une organisation secrète. Il faudra l'intervention de maître Daniel Picotin, spécialiste des dérives sectaires et de l'emprise mentale, avocat de Christine Védrine, pour réussir à les faire exfiltrer, les derniers membres de la famille restés à Oxford en décembre 2009. À leur sortie, les reclus sont au comble du malheur, ruinés, épuisés. Oui, c'est une histoire stupéfiante. Merci à vous, Victor Lefebvre. Dans un instant, nous allons continuer à parler de l'affaire des reclus de Montflanquin et nous évoquerons surtout les ressorts psychologiques de cette emprise mentale avec nos invités. Nous allons venir notamment sur le parcours tortueux de Thierry Tilly avant et après les faits. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Jean-Marie Bordry, Victor Lefebvre. De retour sur Sud Radio, nous revenons sur cette stupéfiante affaire des reclus de Montflanquin. Pour en parler, nous sommes avec Victor Lefebvre, journaliste, Adrien Pelletier, spécialiste de la veille média, et nous a rejoint en ligne sur Sud Radio, maître Daniel Picotin. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Avocat de Charles-Henri et Christine de Védrine. Maître, une première question pour vous. Comment on peut expliquer rationnellement le processus d'emprise et de manipulation mentale qui a été opéré par Thierry Tilly auprès de tous les Védrines et qui semble avoir marché comme un sortilège? Écoutez, les systèmes de manipulation mentale et emprise mentale ne sont pas nouveaux. Et ils existent partout dans le monde, en fait, y compris en France, assez fréquemment. L'originalité de ce dossier,
c'est que Tilly a réalisé un genre de prouesse négative, à savoir qu'il a assujetti 11 membres d'une même famille. Et je ne connais qu'un cas en Europe occidentale, c'est en Russie, où il y avait 11 personnes qui étaient tombées également sur le gourou. Donc il est rare d'avoir réussi finalement à mettre sous la coupe tant de personnes de 3 générations. Alors, votre premier contact dans cette affaire se fait avec Jean Marchand, l'époux de Guylaine de Védrine, exclu du cercle familial, comme le Mouton Noir qui ne voulait pas rentrer dans le sortilège, parce qu'il avait perçu, lui, la personnalité mythomane de Thierry Tilly. Est-ce que vous avez senti, quand vous intervenez d'emblée, que l'affaire devait être prise au sérieux ? Ah oui, tout à fait, parce que lorsque j'ai vu l'étendue des dégâts, le fait que 11 personnes, dont certaines étaient très connues à Bordeaux, puisque je suis avocat bordelais, Charles-Henri avait été candidat aux élections municipales avec Alain Juppé, il était pressenti pour le conseil général, Christine devait présider une association de Bordeaux Accueil. Enfin, tous ces gens-là, toutes ces personnes étaient de bon niveau intellectuel, les jeunes comme les plus anciens, et ils étaient tout à fait insérés dans la vie. Donc on a vu que le fait de se retirer comme ça socialement. Ça faisait combien de temps, maître, quand vous intervenez, que vous rencontrez monsieur Marchand, ça fait combien de temps que toute cette famille qui avait manifestement une vie sociale très riche s'est coupée du monde ? Alors ils sont coupés du monde à partir pratiquement de 2000. Et moi je suis rentré dans l'affaire, il me semble, en tout début 2004. Et ce qui fait que je suis allé d'ailleurs rencontrer à l'époque avec Jean Marchand le procureur général du tribunal de la cour d'appel d'Agen pour tenter de faire démarrer l'affaire au plan judiciaire. Et là, j'expose très clairement qu'il y a un truc et je donne au procureur général plusieurs systèmes possibles. J'ai pensé au souvenir induit, enfin plusieurs systèmes d'emprise mentale qui pouvaient comme ça attraper toute la famille. Voilà. À l'époque, c'était compliqué l'histoire parce que la loi Abou-Picard qui stigmatise l'abus de faiblesse et donc l'emprise mentale n'est que de juin 2001. Déjà, cette loi ne couvre même pas les faits qui sont passés en 2000. Il n'y a pas de jurisprudence non plus encore. On essuie les plâtres. Donc, l'avocat général n'a pas voulu entamer, suite à la plainte qu'on avait déposée, il n'a pas voulu entamer une instruction pour abus de faiblesse. Il a estimé, à l'époque, qu'il fallait attendre qu'une personne sorte de la famille, enfin une personne de la famille sorte de l'emprise, pour qu'elle puisse elle-même déposer plainte, mais directement. Pas un membre. Et tant que personne ne sortait de cette emprise, le gourou pouvait comme ça continuer à exercer en toute liberté. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Et finalement, il a fallu attendre, je crois que c'est 2008, en mars 2008, pour que Christine de Védrine s'échappe dans des conditions rocambolesques d'Angleterre, arrive en France quand elle dépose plainte. Il faut savoir quand même que la justice avait évolué, mais très lentement. Il y a une jurisprudence en 2008 dans un dossier qui s'appelle la Gourelle de Lisieux, c'est la cour d'appel de Caen, qui avait permis aux familles quand même de déposer plainte sans attendre la sortie qui pouvait durer des années. Et maître, entre dans ce laps de temps, entre le moment où vous vous emparez du dossier, est-ce qu'il y a encore une possibilité de communication, de contact avec ceux qu'on appelait donc les reclus, ou alors est-ce que les ponts sont totalement coupés ? Oh non, les ponts sont coupés, et chacune des quelques tentatives qui ont pu être faites par certains de vos confrères journalistes ou par certaines personnes, des amis ou autres, lorsqu'ils venaient frapper au volet ou à la porte ou téléphoner, ça renforçait la paranoïa en fait du groupe. Donc non, il n'y avait aucune possibilité de contact. Et donc au moment où vous intervenez, donc vous l'expliquiez tout à l'heure, vous avez organisé vous-même en fait l'exfiltration de la famille des Védrine dans leur résidence d'Oxford. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment vous vous y êtes pris, comment ça s'est passé cette opération ? Vous avez été aidé de thérapeutes, je crois ? Disons que d'abord nous sommes intervenus qu'après l'arrestation de Tilly, avant l'arrestation du complice Gonzalez. Donc on avait quand même avancé dans le procès, si vous voulez. On bénéficiait déjà des écoutes téléphoniques, etc. Donc moi, dès que j'ai rencontré Jean Marchand, je me suis dit dans un dossier aussi complexe, ça ne suffit pas d'être avocat, il faut absolument utiliser des méthodes un peu de pointe, à l'instar des États-Unis. Car je savais, comme militant anti-secte, qu'aux USA, l'exit counseling était pratiqué, ce qui n'est pas le cas en Europe. Donc j'ai effectivement, j'ai eu le temps, à bas bruit, entre 2004, plainte à Agen, et 2008, sortie de Christine, de constituer une équipe constituée de psychanalystes, psychologues cliniciens qui connaissaient les méthodes américaines
de sortie de secte, également détective privé, qui avait aussi une formation d'éducateur. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y avait en gros une cellule de choc Montflanquin qui était prête à intervenir pour le jour où le sortilège se dissiperait, quoi. Exactement, ce qui s'est passé. Je me souviens très bien, j'ai des souvenirs très précis par rapport à ça. Christine est arrivée dans mon bureau fin mars 2008, genre, je sais pas, je dirais, mettons peut-être le 24 mars, quelque chose comme ça. Le 27 mars, elle a été entendue par le juge immédiatement, parce qu'à Agen, on avait quand même saisi le parquet financier pour le blanchiment d'argent. Il y avait donc une instruction d'ouverte, malgré tout. Donc nos efforts n'avaient pas été vains, si vous voulez, à cet égard. Et on a pu voir le juge d'instruction chargé de cette affaire assez rapidement à Bordeaux. Et je me souviens très bien que j'avais dit à Christine, écoutez, dès lundi, c'était un vendredi le 27 mars, dès lundi, vous êtes chez la psychanalyste pour commencer à travailler. Elle avait été surprise, mais elle a absolument joué le jeu. Et c'est comme ça qu'on a pu travailler efficacement. Et nous sommes intervenus finalement pour le premier exit counseling. Là, je dis ça de tête, on est parti une semaine là-bas, mais on a eu une réussite avec Guillaume, qui est le premier à être sorti, le 11 novembre 2009. Alors, vous parlez d'exit counseling. Est-ce qu'on peut le traduire en français et décrire à peu près à quoi ça ressemble ? C'est le conseil de santé d'emprise mentale. Donc, nous, on n'intervenait pas nous-mêmes, on intervenait pour accompagner Christine, qui était la seule habilitée, si vous voulez, aller reprendre, chercher ses proches. On s'était quand même assorti le concours des autres membres de la famille qui étaient là, et puis toute l'équipe, si vous voulez, spécialisée, qui avait quand même travaillé très en amont pendant des mois, quoi, si vous voulez, pour comprendre. Il s'agit donc un petit peu, il s'agit de tailler une clé pour la bonne serrure, voilà, c'est ça. Oui. Mais une clé qui est psychanalytique, si vous voulez. Donc c'est pas moi bien sûr qui faisais ça, ce sont les psys qui ont été capables avec le concours des membres de la famille de Védrine qui étaient à l'extérieur, donc Jean Marchand d'un côté, Philippe de Védrine, sa conjointe Madame Brigitte Martin, qui était elle-même dans les reclus autrefois, qui était sortie un an avant, plus Christine qui s'était échappée. C'est eux qui ont pu un petit peu donner une vue complète du tableau psychologique et de ce qu'ils voyaient de Tilly, de ce qu'ils voyaient de la famille. Et donc, le 11 novembre, sur le lieu de son travail, la psychologue clinicienne principale a pu intervenir en tout cas, et elle était prête à le faire. On va revenir sur si vous le permettez, maître, on va revenir un petit peu plus tard sur l'aspect de la manipulation mentale, parce qu'il y a 2 ou 3 éléments sur lesquels on aimerait revenir avec vous tout de suite. D'abord, ce complice de Thierry Tilly, Jacques Gonzalez, vous l'avez mentionné, qu'est-ce qu'il fait maintenant, et est-ce qu'il était, comme on a pu le dire par moment dans le cadre du dossier, le cerveau de cette affaire ? Alors non, ça a été écarté, ça notamment par le docteur Zaguri, dans lequel j'ai une grande confiance, car Daniel Zaguri est un expert pour la Cour de cassation psychiatre, un des meilleurs de France, et lui a estimé, après vu l'entier dossier, entendu l'ensemble des Védrine, etc., qu'il n'y avait pas de place, qu'il pensait qu'il n'est pas possible pour le marionnettiste d'être lui-même une marionnette. Voilà. Donc Tilly ne pouvait pas être manipulé par quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, que faisait ce complice ? Quel était son rôle à Jacques Gonzalez ? Tilly est un type très particulier, vous savez. C'est un gourou, c'est un gars qui est à la fois un mélange de surdoué et de garçon extrêmement fragile, pour pas dire atteint psychiatriquement quand il est sorti de prison. Donc il a besoin, pour réaliser ce prodige de tenir des gens pendant 10 ans, de les tenir vraiment en main, il a besoin d'un soutien, d'un étayage. Quelque part, si vous voulez, en fait, Gonzalez, c'est un jeu de rôle. Celui du patron, celui du père, celui de l'épaule sur lequel vous devez vous appuyer. Il en a besoin pour réaliser son travail. Et Gonzalez en profitera ardemment. Gonzalez n'a pas les épaules pour faire une telle manipulation. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait dans cette histoire ? Parce qu'après tout, il n'est lui-même pas dans le manoir, par exemple, monsieur Gonzalez. Donc, quel est son rôle très concret ? Non, mais Tilly non plus n'est pas dans le manoir. Tilly, c'est une manipulation internaute, téléphonique internaute. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être auprès de... Il a très peu vu physiquement au départ, du moins. C'est important de le rappeler, d'ailleurs, parce que tout le monde imagine que la famille s'était enfermée avec le gourou dans ce manoir, alors que pas du tout. Absolument. En fait. Dans la commune de Montflanquin, d'ailleurs, les gens n'y croyaient pas trop, parce qu'on disait, on l'a jamais vu, ce gourou. Et donc, concrètement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il faisait, ce monsieur Gonzalez ? Il allait chercher de l'argent, il rapportait des meubles, il faisait des courses, qu'est-ce qu'il faisait ? Non, Gonzalez, il était censé... avoir monté avec Tilly une organisation, une ONG. Oui, la fameuse Blue Light Foundation. Rien fait à part collecter de l'argent, si vous voulez. Voilà, finalement, il achetait des biens personnellement pour lui, etc. Bon, ils ont bien pris un siège de fondation, mais tout était bidon, si vous voulez.
tout est absolument bidon. La fondation a servi surtout à l'alimenter à lui. Il a pompé 1,5 million Gonzalez environ, ce qu'on a pu retracer. Ce qui est loin quand même des 5 millions d'ailleurs, de 4,5 millions qui ont été captés. Donc c'est pas lui qui a la majorité de l'argent déjà. Oui, mais en tout cas ça fait des sommes considérables et ça donne une idée de la profondeur de la manipulation qui a été opérée. Restez avec nous, Maître Picotin, on va se retrouver dans quelques instants. Vous allez dans un instant nous raconter l'exfiltration de cette famille de Védrine depuis leur résidence d'Oxford en Angleterre, d'Oxford. Vous allez nous raconter comment vous êtes intervenu et puis on va revenir sur les autres aspects de cette histoire. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Jean-Marie Bordry, Victor Lefebvre. De retour sur Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, émission aujourd'hui consacrée à l'affaire des reclus de Montflanquin, du nom de cette famille victime pendant 10 ans d'un véritable gourou manipulateur, Thierry Tivy. Pour en parler, nous sommes avec Victor Lefebvre, journaliste, Adrien Pelletier, spécialiste de la veille média, et maître Daniel Picotin, avocat de 2 membres de la famille de Védrine. Daniel Picotin, on le disait, cette exfiltration de la famille de Védrine depuis leur résidence d'Oxford, vous avez pu y participer, vous allez nous le raconter, mais avant ça, revenons sur la première à avoir brisé ce cercle et à être sortie d'elle-même. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a réussi à s'exfiltrer de ce manoir? Alors, c'est pas tout à fait vrai. Les premiers exfiltrés, ceux qui sont sortis les premiers, ce n'est pas Christine, c'est son beau-frère, Philippe de Védrine, qui est l'aîné de la famille, et sa conjointe, Brigitte Martin. Ils sont sortis 1 an avant. Ils sont sortis épuisés, déboussolés, un peu paranoïaques, donc ils n'étaient pas en état de pouvoir agir pour leur famille qui était restée là-bas. Ils sont pas sortis du manoir, hein. Lorsqu'ils sont sortis tous, le gourou les avait entraînés, les avait exilés en Angleterre et précisément à Oxford. Alors, en ce qui concerne Christine, qui est donc celle qui a donné l'alerte et qui est surtout allée récupérer avec nous tous, avec notre équipe, récupérer sa famille, ses enfants, son mari, etc., etc. En fait, elle avait subi quelques mois avant, une horrible torture qui était d'être obligée de donner des comptes bancaires qui n'existaient pas en fait, un trésor qu'elle n'avait pas. Et donc elle est restée sur un siège face à un mur en ne buvant que du thé et quelques petits biscuits secs pendant des jours et des jours. Sur ordre de qui? Oui, ça s'appelle la paix des braves et c'était fait par la famille et qui était comme un chien, si vous voulez, autour d'eux pour un peu les exciter et faire. Donc il faut qu'on s'arrête sur cette image parce qu'elle est stupéfiante. Toute la famille se ligue contre l'une de ses membres sous l'ordre du gourou qui les regarde, et on a l'une des membres qui est donc assise toute seule sur une chaise face à un mur avec seulement des biscuits et un peu d'eau à boire, quoi. C'est ça. Alors elle est presque tombée dans le coma à la sortie de ces plusieurs jours. C'était surtout les adultes qui étaient chargés de cette basse besogne, eux-mêmes sous emprise. Elle était réveillée sans arrêt avec une technique d'anesthésiste, puisqu'elle s'endormait, elle tombait, donc on lui tirait le lobe de l'oreille, si vous voulez, c'est une technique particulière. Donc la pauvre femme est vraiment tombée à la mi des semaines, ensuite à se refaire une santé dans une petite chambre, etc. Elle était vraiment brisée. Et c'est là d'ailleurs que Philippe est parti, car Philippe, ça a quand même créé un trop-plein chez lui. Dans l'emprise mentale, il peut y avoir des trop-pleins. Une goutte d'eau de trop. Et il a dit, on n'est quand même pas des nazis. Et c'est là qu'il a quitté l'Angleterre, qu'il a réussi à s'échapper avec sa femme. Donc il en est parti, mais ces deux-là, pour l'instant, n'étaient pas en mesure d'intervenir et d'organiser les secours. Donc il reste Christine. Voilà. Et alors Christine, ce qui s'est passé, c'est que le gourou a commis une erreur. Il ne savait pas trop quoi en faire finalement. Et jusqu'à maintenant, ils avaient pris de papier d'identité. Mais on ne peut pas rester improductif chez Tilly. Tilly, c'est un chancre, si vous voulez. C'est quelqu'un qui est un rapace. Donc, il faut que tout le monde fournisse de l'argent. Et quand on n'a plus d'argent, on se met à travailler. Et donc, il a mis tous les Védrines qui étaient disponibles, à part la grand-mère, au travail. Et il pompait 90% des salaires de ces personnes. Donc, Christine, il décide de la faire travailler. Et on lui présente à ce moment-là un Français qui est un baron d'Empire, le monsieur Pouget de Saint-Victor, et qui a des restaurants et des établissements de gastronomie à Oxford. Donc on lui présente Christine, il l'embauche comme cuisinière, mais pour ça il fallait les papiers d'identité. Donc elle récupère sa carte d'identité. Ça va s'avérer extrêmement précieux, car c'est grâce à ça qu'elle pourra partir. Et en fait, en sortie de l'emprise mentale,
il faut un déclic. Et sans le savoir, Monsieur de Saint-Victor a créé un déclic chez Christine en l'interpellant vivement, en disant, en fait, qu'est-ce que vous faites chez moi? Vous êtes manifestement une femme d'aristocrate, vous êtes moi-même une aristocrate, vous êtes femme d'un chirurgien obstétricien à Bordeaux, vous êtes une notable, qu'est-ce que vous faites dans la cuisine de mon restaurant? C'est une question légitime. Et là, il a su, si vous voulez, toucher un point important. Briser la glace. Christine lui a montré un site internet qui parlait de son histoire, et c'est comme ça, si vous voulez, que l'employeur, finalement français, a pu faire ce déclic dans la tête de Christine, et très rapidement, il a, cet homme-là, organisé la fuite de Christine. Il a tout de suite compris qu'elle était en quelque sorte prise en otage par ce gourou, quoi. Il a compris et il lui a fait prendre conscience. Et partant de là, il a organisé son échappée. C'est-à-dire qu'un matin, Charles-Henri est venu amener sa femme au travail comme tous les matins, et elle avait pris d'affaires. Je crois qu'elle avait pris très peu d'affaires dans sa brosse à dents pour pas donner l'éveil. Elle avait ses cartes d'identité. Et là, un chauffeur de l'entreprise de Monsieur Plouget de Saint-Victor a amené très rapidement à la gare Christine, qui avait pris contact avec sa sœur et avec de ses amis pour partir, pour s'échapper. Voilà. Et c'est là qu'elle m'a téléphoné d'ailleurs, en me demandant un conseil. Elle m'a demandé un conseil avant de partir, qui était de savoir si elle déposait plainte à Scotland Yard ou si bien elle se réservait pour la France. Et je lui ai vivement conseillé de ne rien faire en Angleterre et d'arriver en France, puisque moi j'avais une instruction qui était quand même ouverte pour le blanchiment d'argent. Et je savais qu'avec son témoignage, je pourrais faire démarrer le dossier en abus de faiblesse. Elle a essayé de partir avec d'autres, ou elle en a parlé à absolument personne en se disant qu'on les libérerait de l'extérieur? À personne. Absolument personne. Dans quel état elle était quand elle est sortie? Pardon? Dans quel état vous l'avez récupérée quand elle est sortie? Écoutez, une femme quand même à la fois touchée, défaite, mais avec une extrême volonté et une grande conscience, une grande force qu'elle a eue, car elle était mue par son amour de la famille, de son mari, de ses enfants, et du reste de sa famille bien sûr, mais ses enfants lui tenaient particulièrement à cœur. Et quand elle est rentrée dans mon cabinet, elle voulait absolument les arracher de là-bas, et elle a pensé que la voie judiciaire était la bonne. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais monté cette équipe des guides counseling, qui était évidemment à son service, et qui était prête, et qui a pu démarrer. Elle est arrivée, elle travaillait le vendredi chez le juge, et le lundi, elle était déjà au travail chez la spécialiste. Quand on vous entend raconter ça, on peut imaginer qu'elle avait pris sa décision de partir et de libérer sa famille des mois avant de partir réellement. Elle était prête mentalement, en tout cas, à faire tomber le système. Pas du tout, pas du tout. Non. Non, elle ne pouvait avoir conscience que du jour où son employeur lui a ouvert le... Et donc il se passe combien de temps entre... Il a décidé. Avant, non, elle partait pas. Avant, elle était pas. Et donc il se passe combien de temps entre le déclic avec son employeur et sa sortie, son évasion? Je crois que c'est allé assez vite. Je n'ai pas en tête, là, je ne peux pas vous le dire, mais à mon avis, quelques jours. Quelques jours? Quelques jours, parce que si vous voulez, tout pouvait changer. Imaginez que Tilly change de position, que Tilly est dans le doute, il aurait retiré le papier d'identité, c'était mort. C'est incroyable. Incroyable, Victor Lefebvre. Oui, d'ailleurs, on se demandait dans quel état psychologique la totalité de la famille de Védrine a été retrouvée, parce que on suppose que c'est pas du jour au lendemain où il y a une prise de conscience de l'emprise mentale qu'ils ont subie. Comment est-ce que ce processus se fait? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait sur un temps très long, la prise de conscience de l'emprise mentale? Pas du tout. Là, vous êtes sur une idée reçue. Au contraire, le déclic peut se faire en 1 minute. D'accord. En l'espèce, le déclic de l'ensemble de la famille, c'est l'équipe des guides counseling qui l'a provoqué. Alors, sur Guillaume, il y a eu une discussion, je crois, qui a duré 1 heure, quelque chose comme ça. Et pour les autres membres de la famille, on n'avait pas réussi à infiltrer la maison où il se trouvait la majorité, parce que malheureusement, Guylaine avait aperçu son beau-frère qui faisait 1m90, je crois, au fin fond de la rue. Donc on est revenu 1 mois après, car si un guide counseling, on peut recommencer autant de fois que l'on veut. Donc on est revenu 1 mois après. Et là, on a eu, la psychologue a pu faire ouvrir la porte par Guylaine. Ouais. La psychologue est restée à la maison 11 heures. Mais il y en avait quand même à l'époque encore 7 ou 8 à récupérer, si vous voulez. Oui, c'est ça. Et donc ça s'est fait dans la journée. Mais en fait, ça va assez vite. Ça tient un peu de choses en quelque sorte. En tout cas, la sortie de Si vous voulez, comment vous dire, c'est un déclic, voilà. Alors un déclic, c'est le mot ou la phrase
qui fait tomber le château de cartes, en quelque sorte. Exactement. Alors c'est vous qui reconnectez. On appelle ça dessiller. Dessiller, si vous voulez, un petit peu comme dans Racine. Oui. Si vous voulez, c'est un terme de fauconnerie. On ferme les yeux avec un fil. Vous tirez le fil, et comme en fauconnerie, si vous voulez. Vous tirez le fil et là, tout d'un coup, le regard. On a fait d'autres équipes comme ça. Après, j'en ai fait quand même beaucoup avec mon équipe, après les Védrines, puisque ça avait bien marché. Et une fois, ma psychologue clinicienne avait dit sur une jeune femme d'Arcachon qui avait été sauvée, si vous voulez, qui avait été reconnectée, pardon. Elle m'avait dit tout d'un coup, elle s'est reconnectée au réel, on a vu une lumière dans ses yeux. Oui. Voilà. Et vous rallumez en quelque sorte la lueur. Dans un instant, on va revenir sur la... C'est pas du tout un phénomène progressif. Alors, on peut y travailler avant. On peut, si vous voulez, faire céder les résistances psychologiques en faisant des petits assauts qui sont des encoches psychologiques, en envoyant des lettres, etc. Mais le déclic lui-même, si vous voulez, c'est 1 minute. Voilà. C'est l'arrivée. Le problème, c'est qu'il faut arriver à le trouver. Exactement, comme une aiguille dans une botte de foin mentale. On va raconter notamment l'écho extraordinaire de cette affaire qui a stupéfié la France entière dans quelques instants avec Adrien. Avant ça, j'aimerais que vous nous racontiez très concrètement, puisque vous l'avez organisé vous-même, comment s'est passée l'exfiltration dans la résidence d'Oxford. C'est vous qui y allez, vous frappez à la porte avec des policiers? Alors, non, ça c'est le travail des psys. Moi, je suis avocat, n'oubliez pas. Donc là, moi, en tant qu'avocat, si vous voulez, j'ai organisé les équipes, trouvé les financements, enfin, mis tout le monde en route. Si vous voulez, ça, j'ai fait ça. Par contre, tout ce qui est le travail de discuter, parce que vous pouvez être aussi, si vous n'avez pas les mots adéquats, vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez être contre-performant. Vous pouvez renforcer les gens dans leur certitude. Donc comment ça va se passer concrètement? Comment ça va se passer? Il y a des gens que vous envoyez? La psychologue clinicienne. Alors la première fois, c'est la psychanalyste que j'avais envoyée au front à la maison. Ça n'a pas marché, elle n'a pas pu rentrer. Donc la seconde fois, on a changé de personnage. C'était la psychologue clinicienne qui avait quand même qui avait travaillé avec les méthodes américaines aux États-Unis, etc. Elle a frappé à la porte et elle a entamé le dialogue tout de suite avec Guylaine, mais Guylaine, elle la connaissait parfaitement, parce que si vous voulez, elle avait tellement travaillé, la psychologue, avec les membres de la famille, qu'on connaissait son tempérament, qui était assez fort, etc., etc. Donc elle savait comment lui parler, etc. Finalement, c'est un peu le travail inverse, quoi. Le gourou, il faisait tout pour la visser, pour l'enfermer, pour la ficeler. Et vous, pour la libérer avec votre équipe, en tout cas les psychologues. Donc elle trouve les mots. Moi, j'ai pas assisté. Donc elle frappe. Je ne vous dirai pas les mots parce que moi, j'étais dans une voiture. C'est un peu comme dans les romans policiers. On avait loué une voiture à verre fumé, là, et on était dans la rue à quelques encablures de la maison. Quand je l'ai vu rentrer à la maison, moi, je me dis, c'est chouette, ça va aller très vite. J'ignorais qu'elle allait rentrer, mettons, je sais pas, mais si, je sais, sur le coup de 10h du matin. Et ça a duré 11 heures. Donc, nous, on est rentré à la maison, je crois que c'était à 22h ou 22h30. Voilà. Donc, ça a duré 11 heures. Les autres membres de l'équipe. 11 heures avant que les membres de la famille ne commencent à sortir l'un après l'autre. Alors, voilà, c'est ça. En fait, ils ont été ficelés les uns après les autres par Tilly. L'expert Zaguri avait dit qu'il avait fait un travail cousu main. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'est pas exprimé auprès de la petite Diane qui avait 16 ans, comme auprès de la grand-mère d'Adhémar, dans son château de Montflanquin, qui avait 89 ans. Il a parlé à chacun avec ses mots, avec sa culture, vous voyez. Donc là, il était très très fort pour ça, Tilly. Donc le travail s'est fait à l'inverse par la psychologue. Et puis il faut dire que c'était un peu compliqué parce que tout le monde n'était pas sur place. En réalité, Charles-Henri vivait dans une maison extérieure. Donc il a fallu, quand Guylaine a compris qu'elle s'était fait flouer pendant 10 ans, c'est elle-même qui a rappelé, c'est comme un jeu de domino. Tout est tombé comme un château de cartes, c'est ce qu'on disait depuis... Elle est allée les chercher les uns après les autres. Donc, on a fait venir Charles-Henri. Sa fille, Guillemette, je vous dis ça de mémoire, était à Bristol. Donc, je crois que c'est notre chauffeur, notre éducateur, détective, qui est allé la chercher à Bristol, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'interférence, si vous voulez, mais qu'on reste en circuit fermé. Donc, si vous voulez, il y a eu un débriefing auprès de chacune des personnes. Et l'un après l'autre, en tout cas, jusqu'à ce qu'il sorte. Je ne pourrais pas vous en parler. Moi, je suis sur une photo finale, je ne sais pas si vous avez vu On va le raconter justement dans un instant avec vous. Restez avec nous, Maître Picotin, on se retrouve dans quelques instants. La suite de l'affaire des reclus de Montflanquin et l'écho incroyable que cette affaire a eu, on va en parler avec vous tous. À tout de suite dans l'affaire dans l'affaire.
Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Jean-Marie Bordry, Victor Lefebvre. L'affaire dans l'affaire ce matin consacrée à l'affaire des reclus de Montflanquin, du nom de cette famille victime pendant 10 ans d'un véritable gourou manipulateur, Thierry Tilly. Alors on est toujours avec Victor Lefebvre, journaliste, Adrien Pelletier, spécialiste de la veille média. On va revenir avec vous sur le retentissement de cette affaire, et maître Daniel Picotin, avocat de 2 membres de la famille de Védrine. Adrien Pelletier, je me tourne vers vous parce que dans cette affaire des reclus de Montflanquin, à l'époque, les médias ont couvert la réclusion avant même qu'elle ne prenne fin. C'est assez spectaculaire. Exactement. En fait, l'affaire émerge progressivement, pas de manière brutale et retentissante, comme ça peut être le cas avec une arrestation ou un crime. Là, effectivement, ils sont reclus depuis plus de 6 ans, donc sous l'emprise du gourou, tel qu'il a été décrit de manière unanime, quand quelques médias suivent l'affaire. Notamment, il faut attendre 2006, donc plus de 5 ans après leur réclusion, ils y sont toujours, lorsque ils sont barricadés au château, lorsque la presse régionale, la Dépêche, fait mention de cette affaire dans un article intitulé « La maison du silence » pour alerter sur ce qui se passe et ce que les voisins décrivent comme quelque chose d'assez inquiétant. Puis Libération, qui se rend sur place et qui sont les premiers à parler des reclus, tels qu'ils seront qualifiés par la suite par l'ensemble des médias et du public. Pour autant, cette médiatisation qui arrive en 2006 ne met pas fin à l'emprise. Au contraire, Thierry Tilly s'en sert pour alimenter son argumentaire complotiste, dire voilà, vous voyez, effectivement, il y a cette théorie du complot. C'est parfois sous l'impulsion de Jean Marchand que les médias se rendent sur place, font des reportages. Je pense notamment à 66 minutes d'M6 qui avait envoyé ses journalistes à Oxford. Donc là, ils étaient déjà partis du château, ils sont dans une petite maison et on les voit sous la fenêtre, puisque les reclus ne veulent pas leur ouvrir, en train de discuter avec Guylaine qui leur dit non, Jean est un affabulateur, c'est une histoire d'argent, rien de plus. On le rappelle, Jean Marchand, c'était la pièce rapportée de la famille qui était partie dès le début, qui avait été exclue. Effectivement. Alors, quelle place aujourd'hui cette affaire occupe dans l'espace public? Les reclus de Montflanquin, c'est un terme qu'on a tous entendu au moins une fois. Ça a laissé des traces. Oui, bien sûr. Alors, c'est effectivement, on peut dire, au panthéon des grandes affaires, puisque toutes les grandes émissions de faits divers lui ont consacré des numéros qui reviennent régulièrement. Néanmoins, c'est pour une affaire random comme celle-ci, c'est pas non plus connu de toute la France entière, comme ça peut l'être de certains crimes. Il n'y a pas de meurtre dans cette affaire, c'est une affaire d'emprise psychologique. Effectivement, il y a quelques citations, une centaine de citations par an, mais pas plus. Néanmoins, il y a vraiment un intérêt pour les professionnels de l'information, que sont notamment l'industrie de l'édition, avec plusieurs livres, notamment celui récent de la journaliste du Figaro, Margot Dadémar, Les reclus de Montflanquin, une famille sous emprise, aux presses de la Cité, mais aussi des témoignages des membres de la famille, de Guylaine elle-même, de Jean Marchand, donc dans des livres, et aussi une attractivité cinématographique, puisqu'un téléfilm avec Michel Larocque dans le rôle titre avait vu le jour sous le nom de Diabolique en 2015, et récemment, cette année même, en 2024, Canal+ a diffusé une série reportage sur l'affaire. Donc, en un mot, on a parlé de cette affaire à l'étranger, je veux dire, même en dehors de l'Angleterre, où une partie de la scène s'est déroulée. Oui, c'est une affaire random, comme le disait. Est-ce que le profil singulier de ces victimes a retenu l'attention ? Alors oui, les 2 profils ont retenu l'attention, à savoir donc les victimes, la famille et le gourou. Et le gourou, la famille par son côté aristocrate, on l'a beaucoup décrit, donc voilà, cette aristocratie qui a un grand patrimoine, qui est cultivé, comment la sidération des gens de savoir que tous les membres avaient pu tomber sous la coupe de ce gourou, mais évidemment Thierry Tilly, par cette personnalité trouble, comme on l'a dit, à la fois le côté manipulateur, très intelligent, très calculateur, mais aussi cette personne qui, au procès, a été décrite par tous les journalistes présents comme délirante, tenant des propos complètement mythomaniaques, et voilà. Et d'ailleurs, pourtant, aujourd'hui, il a été cru. Effectivement, il a été cru. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que cette affaire entretient une coïncidence avec l'émergence d'un terme. Alors lui a été associé à plusieurs qualificatifs, manipulateur, gourou, escroc, emprise, mais pervers. Et on voit émerger, alors ça veut dire c'est une coïncidence, donc ce n'est pas la seule raison, mais le terme de pervers narcissique commence à émerger à partir de 2008, soit les révélations de l'affaire. Avant, ça existe de manière anecdotique dans les médias. À partir de 2012 et du procès, de plus en plus d'articles émergent. Et depuis, c'est des milliers d'articles par an sur ce phénomène de pervers narcissique
dont on parle beaucoup. Et donc vous pensez que c'est cette affaire qui a mis le terme à la mode ? Elle n'est pas la seule à être responsable de cette mode, mais effectivement ça a coïncidé avec la médiatisation de cette affaire. Alors on va retrouver dans quelques instants Maître Picotin pour voir si le terme gourou est adéquat d'ailleurs. C'est une question que j'aimerais vous poser, Maître Picotin. On a beaucoup parlé de gourou depuis le début de cette émission parce que pour nous ça tombe sous le sens. Est-ce que le spécialiste de l'emprise sectaire que vous êtes confirme que M. Tilly était bien un gourou ? Absolument. Il a tous les stigmates du gourou total. Il a parfaitement réussi son emprise. Et il a tenu les membres sans faille pendant 10 ans, pendant une toile d'araignée. Et c'était très difficile à faire. Parce que ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y avait pas de rite, il n'y avait pas non plus de sévices sexuels. On ne retrouve pas, j'allais dire, l'archétype classique d'une secte. Ah, attendez, là vous allez un peu vite. Il avait quand même inventé une histoire, si vous voulez. Il y a toute une mythologie. Gonzalez, c'est un grand patron qui est au-dessus du gouvernement. Lui-même, il a un bureau sous les Invalides. C'est une organisation secrète, si vous voulez, qui lutte contre les personnes difficiles que sont les francs-maçons, les pédophiles, qui sont les ennemis. Donc, qui est à la tête d'une pratiquement une brigade secrète d'hommes armés avec qui contrôlent. On met des sécurités à toutes les fenêtres du château et des maisons. Mais quel était le moteur pour vous ? Encore. Alors, il raconte des choses extraordinaires. Quand il raconte que Christine a hérité, parce qu'elle est connaisse de la minière, d'un trésor des Templiers, des rois de France qui est caché on ne sait où, en or, etc. Tout ça, vous voyez, il y a un côté... Oui, il y a un narratif. Donc il y a quand même une histoire qui rappelle celle des gourous, véritablement. Et lorsque la grand-mère d'Adhémar, je donne une anecdote, il y a eu des opérations qu'on appelait volets clos à Montflanquin, au château en Lot-et-Garonne. Alors pourquoi ? Parce que les ennemis donc de la famille arrivaient avec des pistolets à infrarouge et pouvaient tirer dans la maison. Et c'est comme ça que Madame d'Adhémar, qui avait d'ailleurs un problème de cataracte avec un grillage sur les yeux, on a dit c'est les ennemis qui lui ont abîmé les yeux. C'est incroyable, hein. C'est incroyable que ça ait marché. Quel était pour vous le moteur de Monsieur Tilly ? Est-ce qu'il le faisait uniquement par appât du gain, par goût de la domination, par détestation peut-être de ses victimes ? Qu'est-ce qu'il faisait courir ? Tout à la fois, en général. Absolument réalité, tout. Détestation voulez, aussi de ses victimes. Le goût de la domination d'aristocrates chez lui était aussi important que l'argent. L'argent n'était pas obligatoirement son moteur premier. Mais il faut quand même savoir qu'avant les Védrines, il avait fait pas mal de victimes. Les Champagnes Gosset avaient perdu 150 000 €, M. Gosset, je crois, et puis bien d'autres gens avaient déjà perdu pas mal d'argent. Et puis une des victimes d'ailleurs, qui a beaucoup influencé l'affaire, et dont les médias n'ont pas du tout parlé, un peu on a parlé au procès quand même, c'est un de mes confrères, Maître David Vincent, qui était, je crois, docteur en droit, un grand avocat du Montagne à Paris, qui était l'avocat de Tilly. Et lui-même, le pauvre confrère, était sous emprise pendant quelques semaines. Au point d'ailleurs que cet avocat a fait une chose que personne ne fait, à savoir que lorsque Tilly avait été exproprié, ou du moins avait été fiché à la porte, je ne sais quel appartement qu'il ne payait pas, l'avocat l'a reçu chez lui pendant un mois. Et c'est Madame Vincent, qui était la fille d'un grand industriel européen, si vous voulez, qui a dit, écoutez mon ami, maintenant c'est lui ou c'est moi. Et donc ça veut dire aussi que c'était un manipulateur hors pair. Voilà, et qui a quand même fait signer une reconnaissance, je crois que c'est une reconnaissance de dette, ou une caution, pardon, à l'avocat, qui portait sur plus de 100 000 €, que les huissiers sont venus chercher après son départ de l'appartement. Imaginez un grand avocat qui, d'ailleurs, les plaidoiries, bien sûr. Oui, il avait un sens de la manipulation presque magnétique. Ah, complètement. Charles-Henri, lui, m'a dit, s'il n'y avait pas eu cet avocat, David Vincent, qui fréquentait l'école de secrétariat de Guylaine en tant que parent d'élève, s'il n'y avait pas eu cet avocat qui était caution de Tilly, mais caution sous emprise, j'aurais pas marché. Vous voyez, il y a aussi ce phénomène de domino. C'est incroyable. C'est quand même un portrait absolument hors pair de manipulateur que de ce monsieur Tilly, je pense. Merci à vous, Maître Picotin, d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes l'avocat de plusieurs membres de cette famille Védrine, et que vous avez participé très activement au sauvetage, il faut bien l'appeler comme ça, de toute cette famille. Merci à vous, Victor Lefebvre. Merci Jean-Marie. Adrien Pelletier, merci à vous également. On se retrouvera un prochain samedi dans un autre numéro de l'affaire dans l'affaire, toujours en partenariat avec la revue Affaires criminelles, la revue du youtubeur Max Guys. On vous laisse en compagnie d'Alain Marty sur Sud Radio, juste après les informations, toute l'actualité du vin et de nos terroirs, avec modération bien sûr.